Angoisse. Nous allons explorer cliniquement et neurobiologiquement ce moment précis où le corps tire la sonnette d'alarme bien avant la tête. L'objectif de cette présentation est de décrypter les mécanismes d'un système de survie qui reste très souvent mal compris en nous appuyant sur les principes de la méthode clinique Integria. Pour bien comprendre ce phénomène, notre parcours s'articule autour de 5 étapes. Nous allons voir l'illusion de la solidité, la biologie de l'alarme, la différence fondamentale entre un danger et une simple gêne, comment restaurer la fenêtre de tolérance, et pour finir, le véritable message du corps. Première partie, l'illusion de la solidité. Il y a un paradoxe clinique assez fascinant que l'on observe très régulièrement. Les crises d'angoisse surviennent rarement chez des personnes que l'on considère comme fragiles. Au contraire, elles frappent souvent les véritables piliers de notre société. On parle du cadre dirigeant sous pression, de la mère de famille épuisée, du créateur d'entreprise ou encore du soignant qui enchaîne sans aucun sas de décompression. Ce sont des profils d'individus hautement fonctionnels. Ils ont l'habitude de supprimer leurs propres besoins physiologiques pour répondre aux exigences extérieures. En apparence, tout semble parfaitement sous contrôle, jusqu'au jour où le corps impose un arrêt total et brutal. Et cet arrêt se manifeste souvent par un paramètre temporel très spécifique, 3 heures du matin. C'est une donnée hautement représentative de la mécanique qui est à l'œuvre. L'effondrement survient très rarement au beau milieu d'une situation de crise objective, que ce soit au travail ou en famille. Il se produit au contraire au milieu de la nuit, dans le silence d'une chambre, ou parfois seul dans une voiture en rentrant d'une journée tout à fait ordinaire. En fait, le corps relâche la tension nerveuse accumulée très exactement au moment où l'esprit conscient n'est plus focalisé par l'action immédiate. L'alarme biologique se met à retentir quand le système nerveux n'a enfin plus aucune tâche extérieure à gérer. Deuxième partie, la biologie de l'alarme. C'est en comprenant la stricte réalité physiologique de ce qui se passe qu'on peut enfin dissiper la honte qui accompagne souvent ces épisodes. La méthode clinique définit la crise d'angoisse comme une bascule extrêmement rapide vers ce qu'on appelle l'état +3 de la harpe polyvagale. Concrètement, il s'agit d'une mobilisation totale et incontrôlée du système nerveux sympathique. Ce n'est en aucun cas un dysfonctionnement mental, un manque de volonté ou un début de folie, c'est simplement le déploiement massif d'adrénaline et de noradrénaline dans le flux sanguin. Nous avons affaire à un système de survie totalement archaïque, mais qui fonctionne avec une perfection redoutable pour répondre à ce que le cerveau a perçu comme un danger vital. Sur ce point, il faut bien faire la différence neurologique fondamentale entre 2 états. D'un côté, il y a l'anxiété. Elle se définit comme une activation modérée, mais durable, qui ressemble un peu à une nappe phréatique inquiète, toujours présente en arrière-plan. De l'autre côté, la crise d'angoisse est un phénomène aigu, c'est une vague submergente. On peut tout à fait vivre en état d'alerte modéré pendant des mois sans vraiment s'en rendre compte, et puis la crise intervient soudainement, exactement comme un fusible électrique qui saute pour protéger l'intégrité de tout le circuit. Une fois que la crise est déclenchée, il y a une donnée clinique cruciale à garder en tête. C'est la durée. Une crise d'angoisse possède une limite physiologique très stricte, comprise entre 10 et 30 minutes. C'est un fait établi car le corps humain ne dispose tout simplement pas des ressources métaboliques nécessaires pour maintenir un niveau d'activation aussi extrême sur une plus longue période. Le simple fait de connaître cette limite factuelle permet d'objectiver l'expérience et de réduire la panique pendant qu'elle est en train de se produire. Troisième partie, la différence entre danger et simple gêne. Ce qui nourrit et prolonge la crise, c'est une confusion centrale au niveau du cerveau. L'amygdale, qui est notre centre d'alerte, se trompe d'évaluation. Il faut tracer une séparation rigoureuse entre un véritable danger, qui nécessite une action immédiate pour garantir notre survie, et une gêne, qui n'est au fond qu'un inconfort demandant simplement de la patience pour être traversé. La crise d'angoisse survient précisément quand le système nerveux se met à traiter une simple gêne du quotidien comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Cela déclenche toute la cascade hormonale de survie de façon totalement inappropriée. Cette mécanique nous ramène d'ailleurs à une pensée très juste de Blaise Pascal. Il disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette réflexion ancre notre analyse clinique dans une dimension un peu plus existentielle. Ce que Pascal appelle le divertissement représente en fait notre fuite permanente devant notre propre intériorité. Le fait de vivre dans une distraction constante, de toujours produire et de toujours s'occuper, nous empêche de mesurer la charge nerveuse que l'on accumule réellement. Quand ce divertissement s'arrête, de manière brutale, la réalité physiologique de cette charge vient frapper le corps sans le moindre filtre. Quatrième partie, restaurer la fenêtre de tolérance. L'objectif maintenant est de déplacer notre attention. On arrête de compter sur la seule volonté psychologique pour se concentrer sur une régulation purement physiologique.
Pour illustrer cela, l'étude nous présente le cas clinique d'une femme cadre supérieur. Elle devait gérer simultanément de lourdes responsabilités au niveau de son équipe et toute la charge organisationnelle de son cercle privé. Elle fonctionnait donc à longueur de journée en surchauffe nerveuse continue, sans s'accorder aucun moment d'arrêt. Conséquence logique, la nuit, son organisme relâchait brutalement toute la pression accumulée en déclenchant des crises aiguës. Cela démontre de manière scientifique qu'il est absolument non négociable de se créer un sas de décompression quotidien. C'est le seul moyen de permettre au système nerveux de redescendre en phase de repos. En cas de crise, l'intervention physiologique directe repose sur un protocole très précis en 3 étapes. Premièrement, il s'agit d'identifier cliniquement la crise pour ce qu'elle est vraiment, sans y ajouter de scénario catastrophique. Deuxièmement, on enclenche la technique d'urgence qui consiste à expirer puissamment et de façon répétée par la bouche. Troisièmement, on applique le cycle respiratoire 4-7-8. Le point névralgique de tout ce protocole réside vraiment dans l'expiration. Pendant une attaque de panique, l'instinct humain nous pousse à inspirer profondément, ce qui ne fait qu'alimenter l'activation nerveuse. Au contraire, c'est l'expiration longue et prolongée qui vient actionner mécaniquement le frein parasympathique. 5e et dernière partie, le message du corps. C'est l'étape qui permet de recadrer totalement l'expérience. L'idée est de concevoir la crise comme une communication intelligente, précise et nécessaire de la part du corps. En effet, un message qu'on apprend à lire devient un message qu'on n'a plus besoin de recevoir. Le système nerveux n'est pas cassé ni endommagé. Il se comporte simplement comme un veilleur de nuit surmené qui finirait par confondre la chaleur d'une étincelle avec le départ d'un véritable incendie. Tout le travail clinique consiste à apprendre à ce veilleur à faire la distinction correcte entre les différents stimuli. Une fois que la charge accumulée est reconnue de manière objective et que l'avertissement corporel est traité avec précision, le système d'alarme interne peut enfin cesser de s'activer de manière erratique. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria, Parle pour être.